La salle de lecture. Gérard Mordillat, re-bonjour. Rebonjour. Nous attaquons le deuxième épisode de ce podcast consacré à la sortie de votre roman « Les vivants et les morts 20 ans plus tard ». Un podcast sous l'angle très strict du postpartum et en forme d'interview un peu particulier dont je vous redonne le principe. 2 points, vous avez devant vous des enveloppes. Dans chacune de ces enveloppes que vous piocherez au hasard encore, mais toujours avec classe. Avec classe... Oui. Non, pas oui, avec classe... Avec classe primaire, oui. Non, avec classe... avec classe Dallas. Attends, pardon. Ah, moi, je suis à fond. Dallas, votre héroïne, dont le prénom étrange rime donc avec classe, mais également et surtout avec lutte des classes. Et oui, c'est subtil. Dans chacune de ces enveloppes, donc, se trouve une question qu'il vous faudra, s'il vous plaît, lire à haute voix avant d'y répondre de même ou pas. Alors, je vais piocher. Ah, ça, c'est gentil. Je pioche. Piochons. Piochons. Alors, je lis le texte. À propos du nom de votre livre, a-t-il été choisi juste après la naissance ou avant et par qui ? Est-ce que vous êtes allé fouiller dans les noms de livres préférés des Français ou des plus usités ? Le roman que je publie s'appelle « Les vivants et les morts 20 ans après ». 20 ans plus tard, justement. Oui. J'allais dire 20 ans après, mais tout simplement parce que ce livre m'a été donné, d'une certaine manière, par Jean-Étienne Cohenséa, qui était mon éditeur historique. J'avais commencé un roman dont j'étais très content, mais je ne voyais absolument pas où je pouvais aller. Or, j'écris toujours mes romans en écrivant le début et la fin dans un même mouvement. Donc je sollicite Jean-Étienne pour qu'il lise et qu'il me dise ce que je devais faire au fond, comment ça lui paraissait. Et on déjeune ensemble et il me dit « Je ne crois pas que tu devrais faire ça. » Bon, très bien. Il dit « Je crois que tu devrais faire Alexandre Dumas. » Je le regarde un peu étonné. Je lui dis « Tu veux que j'écrive une bio de Dumas ?» Il me dit « Non, je crois que tu devrais faire Les vivants et les morts 20 ans après. » Ah, quelle bonne idée. Quelle bonne idée. D'un seul coup, c'était une évidence. Donc là, le titre était trouvé très directement et je l'ai changé un peu plus tard parce que Kalman Levy avait fait des affiches avec ce titre-là et notamment à la fête de l'UMA, plusieurs personnes ont eu l'impression que c'était une réédition 20 ans après. Donc j'ai dit non, mettons 20 ans plus tard, parce que 20 ans plus tard, c'est narratif. Mais comment on a trouvé les vivants et les morts ? Justement, Jean-Étienne, à ce moment-là, était chez Kalman Levy. J'avais écrit ce livre qui faisait plus d'1 million de signes. J'avais un titre de travail qui n'était pas bien du tout. J'en proposais à Jean-Étienne qui les trouvait pas bien non plus. Il m'en proposait d'autres que je trouvais aussi mauvais. Et puis, la publication arrivait, il fallait trouver un titre quand même. Et un jour, au téléphone, je lui dis quand même, alors reprenons tout depuis le début, je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui te touche tellement dans ces personnages ? Jean-Étienne réfléchit, il me dit, tu comprends, ils sont vivants. Et là, tout de suite, ça a fait tilt dans ma tête parce que je n'ai pas travaillé si longtemps sur les épîtres pauliniennes pour pas avoir lu tant de fois l'expression « les vivants et les morts ». Je lui ai dit, ben voilà, les vivants et les morts. Et c'était trouvé comme ça. Ça s'est fait dans cette chose-là. Mais c'est vrai que très, très souvent, j'ai trouvé les titres en même temps que je commençais à écrire. Presque toujours, j'ai l'impression. J'ai pas le... C'est le guide du livre. C'est la bannière sous laquelle on se place. Ouais. C'est la bannière comme une ligne éditoriale presque. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est quelque chose qui dirige l'écriture ensuite. Voilà, c'est ça. Non, mais un de mes livres s'appelle Rue des Rigoles, qui est la rue dans le 20e arrondissement. Au départ, je pensais que j'appellerais ça Place des Fêtes. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait 20 livres qui s'appelaient Place des Fêtes. Et en discutant avec une amie, elle me dit « Mais t'as calé Rue des Rigoles ?» Ah, ça y est, c'était trouvé. Et le livre est réellement Rue des Rigoles. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait qu'on doit considérer la vie à la rigolade, même dans les pires circonstances. Voilà. Donc, le titre, c'est vraiment important. Moi, je pense que c'est une chose toujours essentielle, quoi. Et vous dites, vous écrivez le début et la fin dans le même mouvement. Ça veut dire qu'en fait, vous faites réellement ça. Ça vous écrivez bonjour, il était une fois et à la fin, il mourut. Enfin, voilà, etc. Directement. À l'enchaînement, quoi, comme ça. C'est une chose que je connais depuis longtemps et que
Claude Sautet, le cinéaste, posait toujours cette question. Quand on discutait avec Sautet d'un scénario ou d'un roman, la seule question qu'il posait, c'est comment ça se termine. Et c'est tellement vrai. Parce que écrire des débuts, c'est extrêmement facile. On peut en écrire, si on s'y met, on peut écrire 10 débuts dans la journée, il n'y a pas de problème. Mais comment on termine? Ça, c'est autrement compliqué. Et dans l'histoire du cinéma, vous avez des cinéastes du début, comme par exemple, le plus célèbre d'entre tous, c'est Stanley Kubrick. Kubrick, généralement, les 40-45 premières minutes, c'est éblouissant. Et après, il n'en a plus rien à foutre. C'est FR3 Los Angeles. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, une fois ou deux, il est allé jusqu'au bout, mais c'est à peu près tout, quoi. Voilà. En France, le grand spécialiste du début, c'est Bertrand Blier. Bertrand, lui, tient 20 minutes. Et après, non, après, ça fait autre chose. Et donc, et on a malheureusement, je pense que Bertrand ne tournera plus de film maintenant, mais combien de fois, Bertrand réfléchit. Alors, le dernier qu'il a fait, il avait juré grand Dieu que la fin, rien du tout. Et donc, pour moi, c'est essentiel de savoir ce que je vise. Alors, c'est un mot, c'est un verbe, c'est une chose. Quand j'ai dit je vise la fin. Par exemple, j'avais bien en tête, quand j'ai écrit Les vivants et les morts, que je voulais terminer par « Ils endurèrent ». Voilà, parce que dans « Endurer », il y avait une polysémie qui me plaisait beaucoup. Et puis on entendait aussi « dur »,« durer »,« endurer », etc. Je visais ça. Je n'avais pas écrit autre chose, mais je savais ce que je visais, je pouvais écrire le livre. De la même manière, dans 20 ans après, je savais exactement comment finir. Et une fois que j'ai su comment finir, c'était enthousiasmant de se mettre à l'écrire. Mais sans ça, ça me bloque totalement. Je comprends tout à fait ce que vous venez de dire, mais je m'interroge juste sur cette nécessité de fin dans la narration. Tout à coup, ma vie, par exemple, je la vois pas avec... je mets pas la fin sans arrêt en me disant je vais viser ça, quoi. Est-ce que c'est indispensable d'avoir une fin dans ce qu'on écrit? Attendez. Est-ce qu'on peut pas écrire comme dans la vie, puis c'est ouvert? Vous confondez deux choses. Ah, chouette. Oui, vous confondez une fin et une conclusion. Moi, mes livres ont tous une fin, ils n'ont pas de conclusion, puisqu'ils sont justement comme dans la grande peinture classique italienne, dans le non finito. Il faut que ça reste en suspens et que l'on puisse ensuite se faire sa propre idée de ce qui se prolonge au-delà du livre. Non, mais bien sûr, il ne faut jamais conclure. Je ne conclus jamais et ça reste toujours en suspens. D'accord, j'étais un peu confus là-dessus. Allez, prenons une autre enveloppe. Allons-y. On y va. Il y en a tellement d'enveloppes. Mais celle-là, on n'est pas obligé de tout faire non plus. Celle-là me paraît bien. Surtout que là, je me redresse directement. Une question spécialement intelligente. Allons-y. Votre éditeur vous annonce que vous ne pouvez plus avoir de roman par vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que vous ne pouvez plus avoir de roman par vous-même. C'est physiologique. Vous faites quoi? Une RIA, rédaction assistée par intelligence artificielle. Oui. Ça voudrait dire que je ne peux plus écrire de romans. Oui. Oui. Non, ça n'a aucun intérêt. Je vous ai dit déjà que vous pouviez... Non, parce que l'idée de ça, c'était... Certains auteurs, tout à coup, on leur dit, voilà, vous pouvez plus... on veut plus de vos livres, vous pouvez plus écrire, etc. Oui, c'est un peu ça l'idée de tout ça. Mais à la fois, c'est une question intelligente et une question un peu à côté. Je vais répondre en étant un peu à côté de la plaque. Merci. Parce que j'ai écrit un roman qui s'appelle Béthanie, et quand j'étais arrivé au bout de Béthanie, j'avais le sentiment que je n'écrirais plus de roman, que le roman, en tant que porteur d'histoire, était pour moi, en tout cas, arrivé au bout. Ça n'avait plus d'intérêt de me remettre sur ça. J'avais l'impression d'être allé au bout de ce que je pouvais faire sur le plan romanesque. J'aime beaucoup une chose de Giacometti, qui est, lorsqu'on lui reprochait de faire des sculptures trop maigres, avait cette réplique extraordinaire. Il disait « J'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire ». Dans Béthanie, j'avais enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire. C'était un objet très, très dur, très violent et très juste, je trouvais. Mais que faire après ça? Et comment ça m'est revenu? Ça m'est revenu... Donc là, c'était une chose que je me faisais à moi-même. Personne ne m'a dit « tu arrêtes là ». C'était moi qui décidais ça. Et comment je m'y suis remis? J'ai pris conscience d'une chose tout simplement à travers l'actualité et ma vie professionnelle. Du côté de la télévision ou du cinéma, quoi que vous fassiez, on peut toujours vous opposer le mur de l'argent.
c'est trop cher, on ne peut pas le faire, etc., etc. Et en ce qui concerne les questions sociales, très directement, le monde ouvrier, le monde salarié, etc., généralement, il y a la bonne excuse, il y a Ken Loach. Alors, Ken Loach, il n'y a pas besoin d'avoir qui que ce soit d'autre, c'est déjà beaucoup qui est Ken Loach. Donc, de ce côté-là, beaucoup de portes sont fermées. Du côté des médias, je ne vous l'apprends pas, l'immense majorité des grands médias sont dans la suggestion de groupes industriels où si l'information n'est pas stricto sensu censurée, elle est très largement contrôlée et très souvent auto-censurée directement. Donc là aussi. Dans la radio, vous avez fait quand même beaucoup de choses. Oui, non, la radio reste une chose. Mais d'un seul coup, il y a le roman. Et le roman est un outil, voire une arme absolument extraordinaire. Parce que dans un roman, vous pouvez au fond mettre tout ce dont vous avez envie de parler. Parce que le roman, c'est comme un torrent. Ça peut charrier des histoires, ça fait partie du roman, de l'histoire avec un grand H, du savoir, du devoir, du pouvoir, de tout ce que vous voulez comme rime en war. Alors, il y a un sommet qui s'appelle Victor Hugo qui avait compris ça très très bien, Balzac l'avait très bien compris aussi. Enfin, il y avait quelque chose comme ça de torrentiel qui permettait d'appréhender le réel, j'ai envie de dire, à bras-le-corps. Et c'est ça qui m'a redonné envie d'écrire des romans et d'écrire le plus largement possible, d'écrire à profusion pour justement tout embraser, tout ce qui ne pouvait ni se dire, ni s'écrire, ni s'entendre ailleurs, ça pouvait se dire dans un roman. Parce que, en tout cas, heureusement en France, il y a encore beaucoup d'éditeurs et ont réussi à publier beaucoup de livres et il y a suffisamment de lectrices et de lecteurs pour que ça continue à vivre. Et puis, il n'y a pas... En tout cas, moi, je n'ai jamais ressenti ça à mon égard. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'interdit. On peut écrire. Si on veut écrire 200 pages, on écrit 200 pages. Si on veut écrire 700, on écrit 700. Donc, d'un seul coup, après Béthanie, où je pensais avoir terminé pour le roman, je ne sais plus dans quelles circonstances, dans quel temps ça s'est passé, mais j'ai senti que je pouvais m'y remettre, que je pouvais retrouver quelque chose et que dans cet objet roman, j'avais une chance d'inventer une lectrice et un lecteur intelligent. Et que ça, c'était essentiel pour moi. Vous avez quand même beaucoup travaillé aussi dans l'audiovisuel, sur du cinéma, des choses comme ça. Et il y a aujourd'hui quand même, j'ai pas de titre à vous donner parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais il y a quand même pas mal de films sociaux qui sortent, comme en France. Il y a quand même des films sur des fermetures d'usines, des choses comme ça, on en voit un peu. C'est pas une absolue négation de ce monde qui existe. Supposez que vous veniez de Mars et que vous êtes sociologue et que vous vous dites, ben voilà, je vais comprendre ce que sont les Français en regardant 1 an de fiction à la télévision. Là, vous parlez de la télévision, donc c'est un peu plus compliqué. Oui. Vous regardez ça et vous en concluez que les Français ne travaillent pas, que ceux qui travaillent sont dans la police, majoritairement, hommes et femmes, ou dans la publicité. Ou à l'hôpital. Oui, bon, c'est pas encore vraiment un grand truc, mais à l'hôpital, mais enfin bon, c'est ça. Et puis, le rôle des femmes est généralement, comme chez Jean Eustache, la maman ou la putain, quoi, où c'est la femme au foyer ou au contraire, la call girl qui fait ça. Voilà, vous concluez ça. Le réel, il n'y est pas. Dans le cinéma, sur l'activité cinématographique, chaque année, il y a toujours 1, 2, 3 films qui abordent ces questions. 1, 2 ou 3 sur les 360 qui sont... Voilà. Mais... Non, je vous entends vous énerver, puis vous avez raison, puis c'est sympa, mais en tant que cinéphile, je pense, un type qui va au cinéma, quoi, puis je constate, même dans les films qui n'abordent pas directement les problèmes sociaux, directement, il y a beaucoup de films sur les femmes, sur les problèmes avec les enfants, avec l'inceste, avec tout. Mais ça, c'est autre chose. Non, mais c'est pas autre chose. C'est comme des films qui s'intéressent à autre chose que l'argent à faire. Non, mais ils s'intéressent. Regardez, sur le plan du documentaire, il y a un problème très profond. C'est que les documentaristes, et moi j'ai beaucoup critiqué ça, s'intéressent au malheur, à l'exclusion, au handicap, à la souffrance, etc. Erreur de perspective. La chose qui serait vraiment intéressante et qui est vraiment critique, c'est de s'intéresser à ceux qui sont les responsables du chômage, de l'exclusion, du malheur, de la souffrance, du désespoir. Filmer le pouvoir.
avec Nicolas Philibert, on a commencé, en tournant La Voix de son maître, un film sur le discours patronal, parce qu'on était déjà convaincus en 73 qu'il fallait filmer le pouvoir. C'était pas de faire un cinéma compassionnel. Or, le documentaire est devenu un cinéma compassionnel. C'est un cinéma qui fait la charité de quelques images à des gens qui, d'ordinaire, en sont privés. Donc ça, c'est pas ça. On a eu Ruffin, quand même. C'est un modèle de cinéma compassionnel. Ah oui, j'aime aussi. beaucoup François et j'aime beaucoup Gilles Perret, et j'ai vu tous leurs films, etc. Et ils sont décidés, en tout cas c'est la dernière conversation qu'on a eue, à filmer le pouvoir. Parce que j'ai dit à François, le problème, par exemple dans le film qu'il avait fait sur les aides à la personne, on voyait là des gens absolument admirables. Il y avait une séquence extraordinaire qui avait été filmée dans la commission sociale de l'Assemblée nationale où toutes ces propositions étaient refusées. Moi, j'ai dit à François, la seule chose intéressante, moi, j'aurais voulu voir un par un tous les députés qui disaient non, nous expliquer pourquoi c'était quelque chose qui allait ruiner l'économie française, que ces femmes qui travaillent 14-17 heures par jour gagnent le SMIC. Alors ça, oui, c'est cela que je veux voir, parce que ça, c'est mobilisateur. Je vais vous donner un autre exemple, un peu provocateur. Dans une manifestation où nous étions côte à côte, j'ai discuté de Shoah avec Lanzmann. Et j'ai dit à Claude Lanzmann, j'ai dit que pour moi, la grandeur de Shoah, ce n'était pas les témoignages. Parce que les témoignages, en tant que spectateurs, ça nous met dans une position impossible. Qu'est-ce qu'il y a ? On voit des gens qui ont vécu une chose atroce, un malheur insupportable, face auquel on peut être soit un espèce de voyeur perverse ou écrasé par une culpabilité qui n'est pas la nôtre. Donc ça, il n'y a pas de place. Mais il a réussi à filmer 2 nazis qui étaient dans l'organisation. Celui qui expliquait le changement des trains, comment on faisait sortir des trains, comment on triait les gens. Là, on voyait fonctionner la machine nazie. Et là, on comprenait quelque chose. Et c'est ça qui est la force. Il avait filmé le pouvoir. C'est pas les victimes, c'était le pouvoir. Et moi, je crois que c'est ça qui est important. Et dans le cinéma de fiction, regardez, il y a une chose extraordinaire en France dans le cinéma de fiction. Les personnages n'ont jamais, ou alors de façon rarissime, d'opinion politique. Dans la vie, tous les gens que vous fréquentez, ils ont une idée en moins sur la politique. Ils n'ont aussi que rarement d'opinion philosophique ou confessionnelle. J'aime beaucoup ce que disait Yves Robert, le cinéaste Yves Robert, quand on parlait de ça en rigolant. Ça n'intéresse que les gens qui ont mon âge, mais Yves disait c'est facile, hein, c'est tous Jean Le Canuet, qui était un leader du centre, une sorte de Beyrouth de son époque. Voilà. C'est ça. Et ce refus du réel, il est caractéristique du cinéma et de la télévision française. Et je vais encore un pas plus loin, parce que ce refus du réel, il est aussi le refus de l'histoire. Parce que la France s'enorgueillit de l'histoire de France, avec des majuscules à chacun des mots, et en même temps ne supporte son histoire qu'hagiographique. Si vous prenez la Révolution française, il y a très peu de films sur la Révolution française. Et, aux curiosités, ce sont des films qui s'attachent plutôt à la personne du roi et de la reine. Le peuple, même dans le film de Renoir, La Marseillaise, ce qui l'intéresse, c'est Louis XVI. Salut à ça, et qui est d'ailleurs admirablement joué par son frère. Mais c'est Louis XVI. Le peuple, c'est une masse qui pousse des cris, qui chante des chansons. Il n'y a pas quelque chose comme ça. 93, il n'y a rien, n'en parlons. Attends, je vous interromps, parce que là, j'ai une espèce de contradiction qui me saute. Là, mais du coup, on montre bien les puissants, là, pour le coup. On montre bien le pouvoir. Oui. Ah non, parce que là, on est bon, non ? Oui, là, on est bon. Ah. Mais, sauf que on montre le pouvoir, mais on ne montre pas le peuple. Et là, on est dans un truc de fiction. Il faut distinguer la fiction du documentaire. J'essaye de tout assimiler. Non, mais je m'accroche. Hein. Voilà, mais vous avez raison de vous accrocher. Après, si vous réfléchissez, il n'y a pas de film sur la Commune. Il y en a 3, dont 2 qui ne sont pas français, d'ailleurs. S'il y en a un qui était produit en France, celui de Peter Watkins. Voilà, il n'y en a pas. Les guerres coloniales, n'en parlons pas. Il y a la 317e section, une fois pour toutes, sur la guerre d'Indochine. Sur la guerre d'Algérie, il y a un film à peu près tous les 7 ans qui a toujours le même... je sais, j'ai donné...
énorme succès de presse. Je crois que j'ai jamais eu un tel succès de presse pour Cher Frangin. J'ai fait la une, 6 pages de Libération, la une dans le Nouvel Obs, etc., etc. Personne dans les salles. Bon. Bertrand Tavernier, derrière moi, a fait La guerre sans nom. Bertrand, qui était très sûr que ça allait tout seul, il a fait exactement comme moi. Donc, la guerre d'Algérie aussi, c'est une chose qu'on ne veut pas voir ni entendre. Vous dites ça, bon. Et puis, on peut remonter comme ça. La résistance, les machins. On ne veut qu'une chose hagiographique. Il n'y a pas d'histoire. Donc, je conclus là-dessus. Il n'y a pas de réel, il n'y a pas d'histoire. Eh bien, le roman, en tout cas ce que j'écris, a la prétention de remettre à la fois de l'histoire et du réel. Eh bien, merci Gérard. On va marquer une nouvelle pause avant de se retrouver pour un 3e épisode. Le temps pour nos auditeurs de se dégourdir un peu les oreilles. La salle de lecture.